La Fédération française de natation présente Entre les lignes, le podcast qui vous plonge dans les coulisses de la natation et de ses acteurs, entretiens, reportages pour en savoir plus sur les dessous des 5 disciplines olympiques, parcours, anecdotes, tranches de vie sont au programme de votre nouveau rendez-vous. Retrouvez également toute l'actualité de vos sports préférés dans le mensuel Natation Magazine et sur le site www.ffnatation.fr. Pour ce deuxième épisode de la saison 2 d'Entre les lignes, la rédaction de Natation Magazine a rencontré pour vous l'une des légendes de la natation française, Alain Bernard. Champion olympique du 100 mètres nage libre au JO de Pékin en 2008, le natif d'Aubagne nous raconte son histoire dans une autobiographie parue en novembre 2021. Ce podcast fut l'occasion de découvrir le champion français au-delà du sport. Il aborde avec nous ce qu'il a forgé, sa relation avec ses proches, son entraîneur Denis Hauguin, mais aussi sa nouvelle vie en dehors des bassins, mais jamais loin de la natation. Bonne écoute. Bon bah super, déjà merci beaucoup Alain Merci. de nous recevoir, et moi j'allais pas dire un honneur mais presque quand même, parce que j'ai nagé pendant plus de 10 ans. D'accord. Et en 2008 j'avais 12 ans, et je me rappelle que ça a cristallisé beaucoup de rêves, d'espoirs, d'ambitions pour plein de nageurs. Moi j'ai été licencié à Bagneux, et donc dans le 92 c'est pas très loin. Même si c'est pas le sujet, en tout cas ça me fait vraiment plaisir de t'interviewer. Bon, moi tu comprends un peu ce que c'est de nager quoi. Exactement. C'était quoi ta spécialité? Alors j'ai commencé, c'était la brasse quand j'étais poussin benjamin. Et D'accord. puis après, d'un coup le dos. Alors j'ai jamais été un nageur exceptionnel, je faisais 1,9 mon meilleur au 100 dos. D'accord. Voilà, je faisais 28 au 100 libre, tu vois très bien. Oui, mais à 12 ans quoi. Non, pas plus ça tard. c'est plus vers 13 ans, je faisais une 13 au 100 libre pour donner une idée, tu vois. D'accord. Voilà, après mon meilleur c'était une 4 au 100 libre à 17 ans, quelque chose comme ça. Ok. Donc, mais en tout cas, j'ai tout suivi, la natation, je sais de quoi on parle quand on parle de passion de nager, en tout cas. Bon bah super, alors moi je vais commencer avec une question, c'est le titre Destin olympique qui m'a juste tilté parce que je lisais au même moment une interview que tu as donnée pour Antoine Grimbaum pour le site de la fédération, Oui. et dans laquelle tu disais que 2 ans avant les 2008, juste 2 ans avant, devenir champion olympique ou ne serait-ce qu'avoir une médaille olympique, c'était pas forcément un objectif concret et réalisable. Ton objectif c'était d'arriver en finale, ça c'était concret, c'était réalisable. Et donc du coup, d'un autre côté, tu as dit que une Olympiade ça se construit en 8 ans. Donc je me suis dit, 2 ans c'est super proche et tu n'avais pas forcément cette ambition-là. Donc du coup, destin, est-ce que ça veut dire que quoi qu'il arrive, tu pensais vraiment que tu allais, peu importe les obstacles, et même si 2 ans avant tu ne pensais pas, tu savais que tu allais avoir cette médaille d'or? L'ambition, je l'avais forcément, mais pour moi c'était un objectif qui était tellement élevé que je ne voulais pas me prendre à rêver de quelque chose si jamais je m'en sentais pas capable. Et c'est vraiment cette fourchette-là, on va dire 2006-2008, où je me suis rendu compte, non seulement que c'était un rêve atteignable, mais que c'était de plus en plus vraiment réalisable en fonction de mon niveau de performance au regard de la concurrence mondiale à ce niveau-là. Donc 2006 ça a été un gros changement aussi parce que je quitte le cercle des nageurs de Marseille, j'arrive à Antibes, c'est un nouvel environnement et j'ai l'impression que ça a vraiment donné un second souffle à ma carrière et à partir de là je progressais sans cesse alors que j'avais quand même pendant 1 an et demi, 2 ans j'avais beaucoup stagné en fait et je me posais beaucoup de questions et comme je reprenais enfin cette progression en compétition, même si je progressais à l'entraînement, j'arrivais jamais à conclure cela, à concrétiser cela en compétition. Donc c'est ça qui m'a emmené de plus en plus de confiance. Okay. Et où ce rêve de participer aux Jeux Olympiques, il s'est transformé en rêve d'être finaliste, d'être médaillé. Et quelques mois avant, et notamment après les championnats d'Europe d'Eindhoven en 2008, c'est là où je me suis dit, ok, j'ai un record du monde, je suis le meilleur, mais ça ne suffira pas. Je sais que c'est possible de gagner les Jeux, quoi. Mais je voulais pas en parler volontairement publiquement pour essayer de me protéger un peu quoi. Bien sûr, et peut-être pour te dédouaner un petit peu de toute la pression et les attentes qu'on t'aurait mis sur les épaules. En effet, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de choses extrasportives qu'il faut apprendre à gérer dans ce laps de temps qui est très court. On n'a jamais été aussi proche du but, mais finalement qui nous paraissait extrêmement loin en fait.
Ouais. Parce qu'en 2008, je suis recordman du monde en mars 2008, mais je suis toujours pas qualifié au jeu. Et il faut que je passe par la case championnat de France, que je termine dans les 2 premiers. Donc si je me foule une cheville ou si j'ai une angine ou que je suis malade, ben, je peux voir mon rêve olympique se briser, quoi, en fait. Bien Donc sûr. voilà, le plus important, c'était de rester concentré, attentif et de penser aux moindres petits détails, aux petits centimètres, à aller grappiller sur chacun des mouvements à chaque entraînement. Ouais. J'ai une question concernant ta course, parce que c'est un peu le point de départ de toute cette aventure après. J'ai plein d'images, par exemple, quand tu as fait 46-94 au championnat de France et que tu montes ta combinaison, etc., plein de choses comme ça. Très charismatique, mais moi j'avais une question. Quand tu fais ton premier 50 mètres au 100 libre à Londres, non, à Pékin, À pardon, Pékin, en 2008. voilà, à Pékin, t'es deuxième, t'es à 5 centièmes, il me semble, de Ayman Sullivan, et du coup, tu pensais à quoi en fait quand t'as fait ta culbute, quand t'as fait ta coulée? Je sais pas, est-ce que tu te souviens un peu de ce Ah que oui, t'as oui, fait? je me souviens de beaucoup de moments de la course et je me souviens surtout d'un moment qui va être fatidique en fait quand je vais arriver aux 75 mètres. Comme tu sais, quand on nage un 100 mètres, quand on arrive à 25 mètres de l'arrivée, on est à peu près à une trentaine de secondes d'effort et c'est là où justement le corps produit un maximum d'acide lactique et le cerveau dit juste stop à tous tes muscles alors qu'il faut rester concentré, il faut rester lucide, il faut avoir des mouvements assez amples avec une bonne efficacité. Et en fait, mon entraîneur Denis me disait, avait analysé les courses d'Eamon Sullivan en fait en amont et il avait vu que sur les 25 derniers mètres, j'étais en moyenne entre 1 et 3 dixièmes plus rapide que lui. Donc il me dit Alain, il faut que tu arrives à rester au contact avec lui au premier 50 mètres sans te cramer. Et si au 75 mètres, tu es avec lui, ben, tu as toutes les chances de gagner devant, de toucher devant et de gagner. Ouais. Et donc voilà, au virage, je sens que je suis au coude à coude, que je suis devant, derrière, 5 centièmes. On s'en rend pas compte. Pour moi, j'avais l'impression d'être en même temps. Et en même temps, je savais que sur le retour, je respirais sur ma droite et Eamon Sullivan, mon adversaire direct, était directement sur ma gauche. Ouais. Donc je ne voyais que dans le champ de vision périphérique quand je ne respirais pas. Et voilà, quand je suis senti au coude à coude avec lui au 75 mètres, j'ai tout de suite pensé à Denis en disant putain, il m'a dit que c'était possible, il m'a dit que c'était possible. Allez, vas-y, c'est jouable. Et les 15 derniers mètres de ma course, en fait, je le raconte souvent, mais j'ai eu des flashs, en fait, comme si c'était le dernier moment de ma vie. Je me revois limite à chaque coup de bras avec un flash où je suis gamin en train d'apprendre à nager. Le moment d'après, je suis avec ma famille dans un moment de convivialité, de vacances qui n'a rien à voir avec le monde du sport. Ouais. Et etc. Ça s'enchaîne jusqu'au dernier mètre où je sens que je peux être devant et je sais que la touche va être capitale. Et là, voilà, je tends le bras, je touche le mur, je me retourne et je vois le 1 en face de mon nom avant même de regarder le chrono. Ok. Et je dis, wow, c'est super, j'ai gagné. Ouais. Ah ouais, mais j'ai gagné. Ah ouais, mais j'ai gagné la finale des jeux en fait. Il m'a fallu un moment pour réaliser Bien ça. sûr, bah oui. Et j'ai appris, pour la petite histoire, quelques années plus tard, que en fait, toute cette anecdote que ce m'avait dit Denis, c'était pas vrai. Je nageais pas plus vite que Eamon Sullivan les 25 derniers mètres. Ah ouais. Donc tu imagines quand même ce qu'il a réussi à me mettre dans la tête. Bien sûr, bien sûr. Et c'est parce que s'il m'avait dit au 75 mètres t'es avec lui mais c'est foutu, il faut que tu sois devant lui et que si j'avais été en même temps que lui, Ah ouais. je me serais davantage crispé. Et je trouve que c'est fascinant parce Bien que sûr. il a su justement me mettre cette petite graine dans la tête en me disant écoute voilà, si t'es capable de faire ça, et puis il me donne des conseils avant de nager, pense à ci, pense à ça, et là je l'arrête, je lui dis non mais t'inquiète, tu vas te régaler. Et je lui fais un clin d'œil et je me barre à la chambre d'appel. Ok. Ah ouais, ça c'est un effet placebo, mais Ah non, énorme. c'est énorme. extraordinaire. Et puis surtout quand quelques années plus tard il me dit ça, je fais mais non, t'es un enfoiré quoi. Bien Et en sûr. même temps t'es trop fort, enfin c'est un truc de bien sûr. génie quoi. Bien sûr, bien sûr. Puis on sait qu'il y a un côté bienveillant malgré tout dans ça me fait penser à. Ça me fait penser à Fabrice Pellerin qui parlait de manipulation bienveillante. C'était Oui. ce terme qu'il avait avec C'est ça. les nageurs en fait. Bah, tu sais, on est sans cesse, les athlètes de très haut niveau sont sans cesse en quête du moindre détail, de la petite chose qui va faire la différence et on a besoin sans cesse d'être rassuré. Et le rôle des entraîneurs, c'est ça aussi, c'est de nous mettre en difficulté, mais aussi de nous rassurer. Bien sûr, bien sûr. Alors, du coup, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet du livre. Nous, quand on connaît pas Alain Bernard, on connaît Alain Bernard l'athlète. Et comme on connaît uniquement Alain Bernard l'athlète, on a forcément le côté conquérant, le côté qui s'exprime bien, parce que c'est pas le cas de tous les sportifs, faut dire la vérité. Et donc qui s'exprime bien, qui a des valeurs presque patriotiques, c'est-à-dire que on sait que voilà, tu voulais faire gendarme, tu voulais faire pompier, donc ces valeurs de protéger, de servir, de servir son drapeau, de rendre fier un peuple grâce à une course,
Tout ça, c'est tout ce qu'on sait de toi. Et j'imagine que dans tout ce pavé, on en apprend un peu plus sur l'homme. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait trouver? C'est vrai que j'ai vraiment voulu jouer carte sur table, en fait, en révélant des petits secrets de ma vie privée, de ce qui jusque-là, j'avais décidé de garder secret pour moi. Et en même temps, je me dis, une biographie, il faut aussi que je sois capable de me livrer. Donc c'était en même temps aussi une forme de thérapie, d'extérioriser cela et de laisser une trace écrite de cette manière-là, au-delà des interviews écrites, radio, télé que je peux faire. Je pense qu'une biographie, c'est quand même quelque chose de fort, il faut être capable de se confier. J'ai eu envie et besoin de le faire pour être compris, en fait, que les gens comprennent un petit peu mon sentiment et qu'on peut être à la fois ambitieux, conquérant, mais aussi bienveillant, et à l'écoute des autres, en fait. C'est possible de faire ça. Même s'il y a une grande part, en fait, d'égoïsme dans le sport de très haut niveau, il y a un moment où il faut penser à soi, mais il y a un moment où il faut penser aux autres, parce que sans les autres, on n'arrive pas à penser à soi. Donc tu vois, c'est cet équilibre entre être hyper concentré sur soi et vraiment très très égoïste et pas avoir d'état d'âme sur son ambition, et de l'autre côté avoir ces moments de décompression et de se dire putain, j'ai quand même la chance de faire tout ça, j'ai ma famille qui me suit, j'ai mes amis, je les vois pas souvent et je veux qu'ils soient fiers de moi et qu'ils comprennent que tout ce temps que je passe pas avec eux, je le passe pour construire quelque chose qui n'a jamais été fait en France jusqu'à présent, c'est gagner une finale de 100 mètres. Bien sûr. Et c'est un hommage, j'imagine, un petit peu pour eux aussi. Oui, d'ailleurs, je donne la parole. Il y a ma maman, il y a ma femme, il y a Denis qui a beaucoup compté pour moi et qui compte encore beaucoup aujourd'hui. Et voilà, j'ai eu la chance d'avoir la préface de Roxana Marcinano, de Tony Estanguet aussi, un témoignage. Parce que tout ça, c'est pour laisser une forme d'héritage aussi avec le timing est choisi aussi en fonction de ça. On est à 3 ans des Jeux Olympiques de Paris 2024, des Jeux Olympiques, Jeux Paralympiques, avec tout l'enjeu que le sport peut avoir dans la société. Je trouvais que le timing était assez important et c'est pour ça que j'ai voulu écrire à la fin une tribune de ma vision du sport dans la société aujourd'hui et tout le bienfait que ça peut apporter. J'ai ces souvenirs à l'âge de 15 ans, la France est championne du monde de foot et en fait je vois des drapeaux bleu, blanc, rouge partout dans la rue, alors que peut-être même un an avant on aurait vu des drapeaux bleu, blanc, rouge, c'était identifié FN, extrémiste, etc. Donc la fierté de voir ce pays gagner et des gens mobilisés, faire la fête, porter le drapeau tricolore, être fiers de nos couleurs, je me suis dit mais c'est extraordinaire. Et c'est marrant parce que mon titre il est pile à mi-chemin, on va dire 10 ans après France 98 et 10 ans avant France 2018, la Coupe du Monde, les footballeurs ont aussi gagné la Coupe du Monde. Donc tout ça, ça m'a inspiré. J'ai voulu jouer carte sur table et révéler quelques moments de mon intimité. Justement, il y a des bribes où tu parles parfois, quand on est adolescent, c'est compliqué de se forger déjà sa personnalité, savoir qui on est, qui on veut être, pour être naturel avec les gens et s'aimer soi-même, etc. Et moi j'ai une question, est-ce que, parce que la natation a forcément eu un rôle primordial à jouer dans ma construction, parce que j'étais très timide, très introverti, je le dis, et j'ai du mal à m'assumer, ne serait-ce que physiquement, je fais une tête de plus que tous mes copains au même âge, donc je passe encore moins inaperçu, j'ai l'impression d'être encore plus épié que les autres, et en fait j'ai tendance à me renfermer sur moi-même, et ça se manifeste même par ma posture, en fait, où j'ai les épaules qui rentrent, je suis un peu le dos courbé, jusqu'au jour où je me dis mais non, attends, je suis grand, je suis comme ça, mes parents m'ont fait comme ça, la nature m'a fait comme ça, il faut que j'assume qui je suis. Et finalement, le sport, ça m'a appris à assumer, assumer mon corps, à assumer qui je suis dans ma personnalité. Parce que j'en connais plus d'un qui aurait aimé faire ta taille. C'est vrai que à l'origine, c'est vrai que c'est positif. Oui. Mais après, il faut être capable de l'exploiter aussi, parce que tu veux, quand on a des grands bras, etc., on n'a pas la même vélocité. Et je prends souvent, par exemple, Usain Bolt en exemple. Pourquoi Usain Bolt il a couru plus vite que tout le monde? Parce qu'il a réussi à avoir la même fréquence alors qu'il a plus d'allonge. Et souvent la difficulté chez les sprinters, c'est que quand ils sont grands, ils ont moins de vélocité. Donc t'imagines Usain Bolt qui fait entre 50 à 60 cm de plus en distance à chaque foulée. Après c'est mécanique, c'est mathématique, il va forcément plus vite que tout le monde. Donc voilà, cette taille m'a parfois aidé, mais parfois handicapé. Et est-ce que l'entraînement
a plus été un facteur de prise de confiance en toi, ou c'est vraiment les compétitions, les résultats, le côté très concret, ou vraiment le fait de te réveiller tôt, de voir que tu progresses. C'est vraiment l'entraînement qui forge parce que c'est 99,9% du temps, il se fait l'entraînement et le moins de 1% du temps en compétition. Sur toutes les courses cumulées, c'est rien du tout. Donc c'est vraiment au travers de cette abnégation, cette concentration que tu dois avoir au quotidien que tu te forges ce caractère qui va te servir pour la compétition. Mais c'est ça aussi que j'ai voulu témoigner, c'est que ça sert dans la vie en tant que jeune ado, en tant que jeune adulte, en tant qu'adulte, en tant qu'homme, en tant que personne. Ça change vraiment une vie, un caractère. Alors bien sûr, le bon côté, c'est que la chance que j'ai eue, c'est d'avoir pu concrétiser tous mes efforts. Mais combien d'athlètes de très haut niveau n'arrivent pas à concrétiser ces efforts-là par des médailles, ou des titres ou des records, mais qui découvrent des facettes de leur personnalité. C'est ça que j'ai envie de mettre en avant, c'est que quoi qu'on fasse, qui qu'on soit, on peut toujours faire mieux en fait, et le sport ça emmène un état d'esprit vertueux où on est plus confiant, on est plus à même de gérer des situations de stress, on est plus à même d'extérioriser ce que l'on ressent, voilà, communiquer, etc. C'est quelque chose d'important. J'étais pas du tout un grand communicant et là tu vois que je m'arrête plus de parler, mais si à 15 ans on m'avait dit ça, je m'aurais posé une question, j'aurais dit oui, non, peut-être, et voilà. Mais tu rebondis super bien parce que j'allais te parler de l'intérieur sport que tu avais fait, qui aussi était un début d'introspection, ou plutôt où tu nous laisses entrevoir un petit peu les coulisses de qui tu peux être. Où voilà, toi, ton agent, il n'arrête pas de te rabâcher, ben voilà, il y a le shooting photo là, et du coup ça déteint un petit peu sur ton humeur, ton enthousiasme dans l'eau, etc. Et on sent, quand je vois l'Alain Bernard d'Intérieur Sport d'il y a plus de 10 ans maintenant, je me serais pas dit qu'il aurait fait une autobiographie du coup maintenant. Ouais, c'était peut-être pas le moment aussi, et puis de toute façon j'ai aussi mûri entre temps, et puis j'étais en pleine bourre et j'avais autre chose à penser, mais c'était pas vraiment pertinent à ce moment-là, j'avais d'autres objectifs, mais oui, le fait de parler, d'extérioriser, c'est quelque chose dont il a fallu que j'apprenne à faire, à apprivoiser, même dans ma relation avec Denis, j'en parle. Au début, on n'est pas des grands communicants et aujourd'hui, on se confie sur des choses extrêmement intimes l'un l'autre. Parce qu'à un moment donné, j'ai eu besoin d'extérioriser mes contrariétés que je pouvais avoir dans ma vie personnelle pour qu'ils comprennent que ce matin-là, à l'entraînement, ce soir-là, à l'entraînement, si j'étais moins réactif, c'est que j'avais quelques soucis personnels, familiaux, qui me tracassaient et j'avais besoin d'être compris en fait. Et c'est pour ça que je me suis permis des fois de me confier à lui, et avec le temps, il a su aussi se confier à moi, et ce qui nous a vraiment rapprochés, c'est 15 ans de collaboration en fait. Le travail avec Denis, c'est assez rare dans le monde du sport de haut niveau, quoi. Et quelle relation vous avez maintenant, puisque lui il est toujours au bord du bassin, et toi tu gravites toujours, hein. J'ai lu une actualité de toi, mais je me souviens plus laquelle, mais actuellement là, au niveau de la natation, quel rôle tu Moi j'ai plusieurs rôles dans le milieu de la natation, mais je fais des stages d'entraînement l'été à Antibes, je suis vice-président du cercle des nageurs, où j'essaie de développer un réseau de partenaires d'entreprises, et Denis est mis à la disposition en tant que CN Antibes, on le met à disposition de la fédération pendant 3 ans pour détecter des jeunes en fait sur Paris 2024 et Los Angeles 2028. Et donc voilà, là typiquement au moment où on se parle, il a fallu qu'on attende d'être à Paris pour se rencontrer, alors que on est par noms et par dans nos différentes missions aujourd'hui. Mais voilà, c'est la chance que l'on a, c'est de pouvoir, et surtout moi, de pouvoir vivre de cette passion encore aujourd'hui, grâce à des partenariats, grâce à des conférences, grâce à d'autres business que je développe dans le monde de la natation, comme des bassins, des infrastructures pour apprendre à nager, des outils connectés comme des caméras à mettre dans l'eau, pour rendre la natation plus attractive pour les jeunes. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est un vrai sujet de garder une attention chez des adolescents qui ont aujourd'hui au bout de leur main, à travers un smartphone, ils ont accès à tout type d'informations et qui ont besoin de quelque chose en instantané, et pour moi l'analyse vidéo ça rend quelque chose de virtuel et d'attractif en fait pour la pratique de la natation. Donc j'essaie de développer ce type de choses, ce qui me permet de rester en contact avec le milieu de la natation. J'ai vu aussi, puisque comme tu as dit, on approche des JO à grands pas, 3 ans
surtout pour les sportifs qui vont y participer, parce que là ça va aller comme une fusée pour eux. Et j'ai vu ton idée de faire une exhibition avec les 6 derniers champions olympiques. T'as déjà vu ça, mais c'est. Ouais. Ça serait les 8. Les 8, c'est ça? Mais c'est pas encore acté, on est qu'aux prémices du projet et j'ai hâte de pouvoir faire un déjeuner ou un dîner avec Jaco Verhaeren, donc qui est l'ancien entraîneur de Peter Van Den Hoogenband, D'accord. et Denis et VDH justement lui-même pour lui parler de cette initiative. Et moi, ça me ferait vraiment kiffer de rencontrer les Rody Gents, Matt Biondi, Popov, tous en même temps. T'imagines, ce serait juste le kiff ultime. Donc, on est en train de, je suis en train de réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait faire ça, que ce soit pour une œuvre aussi peut-être caritative, de lutte contre les noyades. Enfin, il faut voir comment est-ce qu'on agence ça. D'accord. Mais ça pourrait être fascinant de tous se réunir avec nos médailles respectives des différentes Olympiades, quoi. Ouais, en plus à Paris, je sais pas, ça serait, tout serait rassemblé pour que ça donne vraiment quelque chose de... J'en ai déjà parlé à Tony Estanguet, donc il m'a dit que sur la fenêtre des Jeux Olympiques, ce sera compliqué de communiquer dessus, donc il va falloir que l'on réussisse à faire ça en amont. D'accord. Donc je vais essayer de m'appuyer sur VDH pour qu'il puisse m'aider à convaincre les principaux concernés. Donc on remonterait jusqu'à Rody Gents qui a gagné le 100 mètres nageurs en 1984. Et de faire tous les champions olympiques du 100 mètres nageurs jusqu'au potentiellement le dernier avec Kyle Chalmers en 2016 et puis Caleb Dressel en 2021. Ouais. Tu penses quoi de Caleb Dressel? Juste une petite question comme ça. Il est extraordinaire, il est fascinant. Je trouve que dans la nage, techniquement, c'est pas celui qui va le plus vite, mais il a un départ tellement canon par rapport aux autres, t'as l'impression qu'il y a personne qui peut le rattraper. Ouais. Alors je dis pas qu'il est pas rapide dans la nage, loin de là, parce que tu fais pas ses chronos. De manière en t'appuyant uniquement sur tes parties techniques de départ, etc. Non, puis je trouve que c'est un garçon fascinant et puis on sent qu'il a un bon fond, une bonne personnalité. J'ai bien aimé ces interviews qui ont été faites en marge des Jeux Olympiques de Tokyo sur lui, où j'ai appris à le découvrir à travers ces interviews et voilà, c'est une personne que j'aimerais vraiment rencontrer un jour, quoi. Ouais. Ben, je te le souhaite. Et j'ai une dernière question. Est-ce que actuellement j'imagine que c'est compliqué de trouver du temps pour faire du sport, mais du coup au-delà du côté haut niveau, performance, quelle place a le sport pour toi ou quelle place t'aimerais qu'elle ait, parce qu'il y a ce que tu voudrais, ce que tu peux. Est-ce que ça reste important le sport loisir? C'est très très important pour moi. Quand je fais pas de sport, j'ai l'impression d'être à la ramasse dans mes rendez-vous, dans mes mails, dans mon organisation au quotidien. J'ai besoin d'avoir cette bonne fatigue du sport. Là, typiquement, si je suis une semaine, 10 jours en déplacement, je prends pas de temps de faire du sport, mais je sais que ça va me manquer. Et idéalement, sur une semaine type, j'aime bien faire 2 à 3 séances de musculation et de natation et un petit footing. D'accord. Voilà, ça me permet d'être en bonne forme parce que comme je suis grand, en fait, j'ai besoin de me maintenir, au moins de renforcer mon dos pour pas avoir des problèmes de dos. J'aime bien nager, je vais nager 20-30 minutes, mais vraiment technique, je regarde quasiment pas le chrono. Et la petite course à pied pour le côté cardio, voilà. Okay. C'est mon idéal que j'aimerais faire toutes les semaines, mais en effet, je suis pas très assidu là-dessus. J'ai plus de Denis qui me met la pression, donc ça va. Bien sûr. Mais oui, et c'est une très bonne question parce qu'on a vu pendant le confinement que les gens ont bougé. En fait, on n'a jamais vu autant de cours de sport, tu sais, en ligne sur les réseaux sociaux. Les gens poussaient leur canapé, leur table. Les lives sur Instagram. Mais même moi j'ai animé des lives Instagram sur du travail physique à poids de corps, sans aucun poids, sans rien, en faisant des pompes, des abdos, des chaises, des trucs comme ça. Et en fait, voilà, c'est le bon côté de la chose où je me dis, en fait, les gens ont besoin de bouger, ont besoin de faire du sport, qu'ils soient sportifs ou non, et d'essayer de les embarquer dans cette dynamique sportive avec comme argument l'accueil du monde du sport en France dans moins de 3 ans pour Paris 2024. I'm staring at my shadow. I'm not gonna be sad.